Salut, c'est Chevalier Chaka. Chose promise lors de ma vidéo fanservice, chose due. Aujourd'hui, on va parler hentai. Plus spécifiquement de manga, n'étant pas personnellement très intéressé par le format animé. Quant à la question du pourquoi, j'aurais juste envie de vous répondre, et pourquoi pas. Mais pour être un peu plus explicite, c'est tout simplement parce que le sujet m'intéresse, et pas d'un point de vue extérieur où j'analyserai le phénomène comme une curiosité cocasse, tel un éditorialiste un peu snob. Non, plutôt comme quelqu'un qui a toujours apprécié ce pan du manga et de la japanimation, qui l'a accompagné dans sa vie d'otaku, d'aussi loin qu'il se rappelle. Pour être très précis, j'avais 10 ans quand j'ai découvert le genre, avec une VHS des OAV de Shin Angel d'Ujin, parodie plus ou moins assumée d'Orange Road. Et si avec l'âge je n'ai plus un rapport aussi intense avec le hentai, j'y reste d'une certaine manière assez attaché. Et je suis convaincu qu'il s'agit d'un pilier fondateur de la culture otaku, qu'il est important d'appréhender et d'essayer de comprendre. Sauf que jusqu'ici, je n'ai jamais été très satisfait du traitement qui a été fait au sujet, plus précisément au format audiovisuel. La plupart du temps, il faut se contenter de vidéos qui se veulent désinvoltes, mais qui se sentent obligés de faire des blagues à coups de LOL des boobs et des gros clins d'œil bien forcés comme pour nous dire j'aime le hentai et j'assume. Alors que toute l'attitude transpire le contraire, accompagnée d'une énumération de phrases toutes faites telles que on lit du hentai pour l'histoire, pas vrai? Avec là aussi un bon gros clin d'œil bien gras. Parce que le sexe c'est rigolo, j'imagine? Non pas qu'on ne peut pas faire de l'humour sur le sujet, mais je fais le distinguo entre rire avec et rire de. Ou de l'autre côté du spectre, des gens qui en parlent comme s'il s'agissait d'une table Ikea, nous faisant un listing de critères comme les situations, le type de fétiche que ça couvre, afin d'expliquer pourquoi tel hentai est bien ou pas, aspirant tout le fun dont le genre est porteur. Nous sommes donc généralement coincés entre la blague potache et le cours d'éducation sexuelle au collège. Autant vous dire que je ne me retrouve dans aucune de ces approches. Quant à ceux qui voudraient me citer un fameux manga pour me dire que je suis de mauvaise foi, et que par exemple un barbu en peignoir a fait une vidéo dessus et que c'était très bien traité, je répondrai que la mauvaise foi est plutôt de leur côté. Parce que d'une part, même si Métamorphosis peut être considéré comme un bon manga, je trouve en revanche que c'est un très mauvais hentai. À la base, ce genre d'œuvre est là pour être excitante, pas donner envie de se passer la corde au cou. Un peu comme dire qu'Irréversible est un super film érotique. Il y a du sexe dedans, mais il faut avoir des goûts des plus particuliers, si l'on peut dire, pour trouver ça stimulant au niveau de la libido. Ensuite, sortir ce titre comme la preuve qu'il existe des hentai profonds et intelligents est particulièrement hypocrite. Le titre de Shindoel est l'exception qui confirme la règle et en aucun cas la norme. On ne lit pas des hentai pour trouver ce genre d'histoire en premier lieu, il s'avère juste qu'on tombe dessus de temps à autre. Donc parler d'Henshin quand on parle hentai, mettant en avant l'intelligence du titre comme si c'était ce qu'on était venu chercher, ce n'est qu'une autre façon déguisée de justifier d'apprécier le genre sans réellement l'assumer. Bref, c'est tout aussi puéril, et pour ma part, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, les raisons de lire du hentai ne sont pas compliquées. On le lit pour l'érotisme d'abord, pour satisfaire des pulsions sexuelles, un certain voyeurisme et notre curiosité sur le sujet. Encore plus lorsqu'on parle de hentai reprenant des œuvres célèbres, où le plaisir se situe dans le fait de voir des personnages fatalement inaccessibles dans des situations torrides. Et ce genre permet au lecteur de satisfaire des fantasies impossibles à réaliser dans la vraie vie. Comme tout autre type de lecture, il y a une part d'évasion. Mais pas que. Autrement, autant se tourner vers la vraie pornographie. Je pense qu'il y a une autre donnée caractéristique, le dessin. Car le hentai, mais également le ecchi, est l'un des genres où la recherche de la beauté est le plus mise en avant. L'artiste ne peut pas se cacher derrière une bonne histoire, des personnages intéressants ou une autre technique narrative classique. Certes, ce sont toujours des plus si l'œuvre est plus qu'un joli minois, mais ce n'est pas ce qui fait l'essentiel. Ce n'est pas pourquoi le lecteur est là. Que ce soit satisfaire un fantasme basique ou un fétiche un peu obscur, tout se jouera par le coup de crayon. Ensuite, l'appréciation de chaque style reste subjective. Ainsi, aimer le hentai quand on aime les mangas, c'est aimer le dessin d'abord. Si simple et pourtant si compliqué à exprimer, semble-t-il. C'est donc cet état d'effet qui m'intrigue. Coincé entre ses fans gênés voire gênants et ses détracteurs au sein même du milieu otaku, qui considèrent le genre comme dégradant et ternissant l'image de leur passion, nous nous retrouvons avec un marché français quasi inexistant dans le domaine, et se contentant de quelques collections presque anonymes chez des éditeurs plutôt obscurs. Contrastant grandement quand on compare avec le Japon. Parce qu'au pays du soleil levant, berceau de notre passion, le hentai ce n'est pas un petit phénomène de niche qui serait relayé à une ridicule étagère dans les librairies. Pour parler un peu chiffres, l'industrie pornographique représente là-bas entre 13 et 20 milliards de dollars, selon les diverses sources, et en faisant l'un des pays les plus lucratifs dans le domaine. Quant à la part du hentai dans le bénéfice, difficile à évaluer clairement, mais selon ce bon vieux Wikipédia, celui-ci représenterait un quart du marché, entre 3 et 5 milliards de dollars donc. Et toujours en ce qui concerne les chiffres, on estime que 30 à 40% des mangas publiés contiendraient des images ayant attrait au sexe.
Cette statistique reste à prendre avec des pincettes, puisque Wikipédia ne source pas l'étude d'où elle vient. Néanmoins, elle conforte une observation assez fondamentale en ce qui concerne le sujet. Car on pourrait très bien me rétorquer que ce n'est pas parce que le marché du hentai est florissant au Japon qu'il y a quelconque corrélation avec le manga au sens large. Après tout, il y a une industrie du film pornographique qui ne communique pas avec le milieu du 7e art. Or, c'est là où je pense qu'il y a une sorte de déni autour du sujet, alors qu'il s'agit d'une différence fondamentale. L'industrie du manga et de la japanimation est intrinsèquement liée à l'érotisme, plus que quelconque autre média culturel à mon sens. Historiquement parlant déjà. Sans vous faire une leçon d'histoire un peu rébarbative, il est assez amusant de constater que Katsushika Hokusai, celui qui est considéré comme le père créateur du manga, a également dépeint beaucoup d'actes érotiques lors de sa carrière. Comme si dès sa naissance, le manga était prédestiné à nourrir les fantasmes les plus incongrus. Certes, on pourrait là encore dire qu'il s'agit d'une simple coïncidence, et ça pourrait se défendre. Mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais entendu parler de la filmographie érotique des Frères Lumière. Cette anecdote exprime plutôt bien le fait que le pays est fasciné par la représentation de la sexualité sur tous les supports possibles et imaginables. Et si l'on fait un bond jusqu'à nos jours, il faut bien voir à quel point l'érotisme est une part importante du monde otaku. On a déjà parlé du fanservice érotique, mais le fait que ce terme existe et qu'il s'agisse d'une pratique bien connue des fans prouve que l'idée de nourrir les fantasmes du lectorat est au cœur de la création d'un manga, à tel point qu'elle inspire de nombreux artistes et fait le bonheur des consommateurs de doujinshi, ces publications amateurs qui détournent généralement des titres bien connus. Encore qu'amateur, vu à quel point le niveau s'est élevé au fil des années, on peut presque parler de semi-professionnel, ou professionnel en auto-édition. Et en plus d'être vendus dans de nombreuses boutiques spécialisées comme Melon Book, ou même dans de simples boutiques manga, on les retrouve également en masse lors du plus gros événement otaku du Japon, le Comiket. Comiket, ou Comic Market, est un événement consacré principalement à la vente de doujinshi. Et même si les éditeurs y font aussi quelques événements, ce n'est pas le cœur du salon. On parle de 35 000 cercles amateurs venant vendre leur production, comparé à 190 stands d'éditeurs officiels. Cette convention, qui accueille près de 750 000 visiteurs par édition, et qui se tient 2 fois par an, l'été et l'hiver, s'étale sur 4 jours, et consacre la dernière majoritairement aux ventes de productions érotiques. Imaginez un peu la chose. C'est comme si à la Japan Expo, le dimanche était intégralement réservé au hentai, alors qu'en l'état, la place des artistes amateurs se réduit à quelques allées. Et ceux qui font dans l'érotique ne sont pas légion, sachant que dans cette masse d'artistes amateurs, on y retrouve très souvent les futurs pros. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais la liste de mangaka ayant commencé dans les doujinshi et ayant dessiné du hentai ou du ecchi est assez spectaculaire. Pour citer les plus évidents, on pourrait évidemment parler de Great, de Rei Hiroe, Masamune Shirow, mais aussi d'artistes moins évidents comme Rue Aizumi. Il faut bien que je cite Slayers de temps à autre. Ou bien encore Kyoko Azuma. Oui, le mangaka derrière Azumanga Daioh et Yotsuba a commencé sa carrière sous le nom de Jonukochi Joji, pour ses doujins érotiques. Et cette liste est pratiquement sans fin. D'ailleurs, cette passerelle entre le monde amateur et le monde pro que fournit le hentai n'est pas à sens unique. On peut même dire que la plupart encouragent ce genre de démarche, et il est presque possible de mesurer la popularité d'une franchise par le nombre de publications hentai qu'elle inspire. D'ailleurs, si l'on regarde de quoi il en retourne, on se rend compte que c'est réellement possible. Puisqu'au moment de cette vidéo, c'est la franchise Fate qui domine le Comiket. Domination qui est confirmée par les chiffres, vu que le jeu Fate Grand Order était en 2019 l'application mobile ayant rapporté le plus d'argent au monde, alors même qu'elle n'est pas disponible dans tous les pays. Et histoire de fermer la parenthèse Fate, il est assez amusant qu'une des franchises les plus lucratives au Japon, et désormais la plus nourricière en termes de contenu pornographique, soit à la base un eroge, c'est-à-dire un jeu érotique, alors que désormais la franchise se limite à du simple fanservice de ce côté. La boucle est bouclée ? D'ailleurs, ce fanservice est un autre symptôme de cette alchimie inséparable entre le média manga anime et la sexualité. Parce que si désormais Fate décide de travestir tous ses personnages historiques en femmes, tels Léonard de Vinci ou Hokusai, tiens, ce n'est pas le fruit du hasard, et clairement pas non plus pour des raisons narratives. Ce n'est que le fameux échange de bons procédés dont nous parlions juste avant. Car ce fanservice de plus en plus appuyé, avec ses personnages au costume aguicheur, dans des postures parfois improbables, et des situations volontairement émoustillantes, jouant souvent avec ce qui est permis dans une publication tout public, on ne peut pas vraiment se surprendre que certains se mettent à imaginer ce qui se passerait si tout ça allait un peu plus loin. Et ces produits dérivés, toujours plus tendancieux, ne sont pas nés d'un marché parallèle qu'on vendrait sous le manteau. Quand des grands noms de l'industrie de la figurine comme Freeing possèdent une gamme spécialisée dans la bunny girl, jouez-vous les vierges effarouchées et pensez-vous qu'il s'agit d'une contrefaçon produite en Chine ? Rendons-nous bien compte qu'il s'agit de produits officiels ou parfaitement autorisés. Produits qui nous offrent ce genre de séquences surréalistes où Rie Takahashi, la seiyuu de Megumin dans Konosuba, doit faire parler le Dakimakura du personnage qu'elle interprète. Personnage parfaitement mineur au passage. Car comme tout, à l'origine, il s'agit de business, et le marché de l'anime et du manga a parfaitement intégré la notion d'érotisme dans son écosystème. De la figurine aux jeux vidéo, en passant par les doujins, le sexe a une part importante dans notre passion. Pourtant, comme nous l'avons statué au début, en France, le hentai est réduit à une simple niche, et la plupart n'iront en avoir jamais eu entre les mains. Ou lorsqu'ils l'assument, c'est avec un bon rire gras. Donc, ils n'assument pas.
De l'autre côté, nous l'avons énoncé, il y a ceux qui trouvent cet aspect du média manga dégradant. Ceux-là même qui ne se rendent pas forcément compte que les œuvres qu'ils adulent ne sont pas épargnées par ce fait. A titre d'exemple, j'entends souvent un manga comme Berserk cité comme modèle d'œuvre adulte, mature et la soi-disant parfaite démonstration que le manga est un média culturel noble. Or, j'ai d'une part la sensation qu'il y a un sacré déni envers la tendance légèrement lolicone du mangaka, mais c'est aussi tout simplement oublier que le dit manga est publié dans le Young Animal, magazine qui est loin d'être un guide des bonnes manières et du bon goût. Leur titre fétiche est donc coincé entre une paire de gros seins et des mangas comme Nanato Kaoru, ou Attache-moi en bon français. En bref, même lorsque l'érotisme n'est pas dans le manga au sens propre, il n'est jamais très loin. Et si j'ai cité Berserk, n'allez pas croire que je condamne ce titre en particulier, que j'apprécie au demeurant. Je suis plutôt celui qui déplore cette situation. À mon sens, elle amène à une mauvaise vision d'ensemble du média et amène les otaku français à en avoir une idée quelque peu déformée ou incomplète. Car je vois beaucoup de gens dire apprécier ce média culturel tout en ostracisant une part importante de celui-ci. Que ce soit de manière vindicative ou bien à travers des mimes, il y a ce malaise autour de la sexualité présente dans les mangas chez nous. Pourtant, j'espère avoir démontré que cet aspect était fondamental dans son existence. Si nous aimons ce média culturel, c'est justement parce qu'il se permet de mélanger des genres et des thèmes sans aucun a priori, ne s'interdisant que très peu de choses et jouant régulièrement avec les limites de l'indécence. Et n'est-ce pas cette absence de tabou qui font que la japanimation et le manga sont aussi fascinants ? Aussi, le déposséder de cet aspect, ou faire comme s'il n'existait pas, voire soutenir l'idée qu'il devrait s'en séparer, c'est pour moi se tromper sur sa passion. Bien sûr, si vous êtes amateur de Gekiga ou de lecture un peu plus mature, vous ne vous sentirez probablement pas concerné par ce que je viens de dire. Mais si vous suivez un peu ce que je fais, vous aurez compris que je m'adresse d'abord à un public otaku, et donc des œuvres qui visent ce type de public. Et alors que nous nous targuons d'être le second pays consommateur de manga, même si cela semble de moins en moins vrai et que les chiffres à ce sujet sont assez flous, nous sommes peut-être paradoxalement les plus déphasés avec le médium. Si l'on compare encore une fois avec nos voisins outre-Atlantique, ces derniers ont embrassé cet aspect de la culture otaku beaucoup plus facilement, se traduisant même au niveau professionnel avec des éditeurs comme Faku, jadis site de scan Tradentai, reconverti en éditeur légal et leader dans son domaine. Alors, d'où vient le malaise? Je n'ai pas de réponse absolue, mais on peut citer quelques pistes. D'abord, l'âge moyen du lectorat français. Avec le genre shonen toujours roi, on peut facilement déduire que le public manga est assez jeune. De ce fait, assumer l'aspect graveleux semble compliqué, et je ne peux pas leur jeter la pierre. Ou s'il est finalement plus âgé que je ne le pense, il consomme alors quand même en majorité de la production réservée à l'origine à des adolescents, ou bien encore du genre Neketsu. Et là, on en revient à ce souci de maturité que j'énonçais à propos du fanservice, souvent décrié également. On peut aussi supposer que dévoiler et apprécier ce genre de lecture, et surtout quel genre de titre en particulier, c'est dévoiler ses propres fantasmes et fétiches, donc quelque chose qui relève de sa vie privée. On se sent mis à nu et l'on a peur d'être jugé. Exemple tout simple, si je vous dis apprécier des artistes comme Yom ou Uso, vous allez rapidement vous dire que ce n'est pas pour leur façon de dessiner des paysages. Pourtant, je pense que l'appréciation d'un artiste ecchi ou hentai ne se fait pas uniquement par la représentation des fétiches qu'il dépeint, et qu'il est très complexe d'expliquer ce qui nous attire dans ses œuvres. Un peu comme n'importe quel autre genre, cela mérite analyse. Mais pour cela, il faut réussir à se dévoiler aux autres et à s'accepter soi-même tel qu'on est. Compliqué tant cela sonne comme l'opposition totale de la définition d'un otaku. Mais si on pousse au-delà du simple fantasme gentillet, le fait que les situations dépeintes dans les hentai soient parfois plus que douteuses peut tendre à ce que nous ayons peur d'admettre en lire, ne souhaitant pas qu'on nous affuble l'étiquette d'une personne banalisant ou appréciant certains actes moralement et légalement condamnables. Pour ma part, je trouve ce raisonnement dangereux. Cela dit, le sujet est assez complexe et mériterait d'être traité plus en détail à part, puisqu'il nécessite également d'opposer la société occidentale et japonaise. D'ailleurs, les différences socioculturelles sont également une piste d'explication. On ne peut pas nier que le Japon possède des valeurs et une philosophie de vie parfois assez éloignées de la nôtre, par rapport à la place de l'individu dans la société par exemple. Mais également des différences en termes de législation, qui entrent en conflit avec nos propres lois. On peut citer le hentai lolicon, parfaitement autorisé chez eux, alors que totalement interdit chez nous. Que ce soit une bonne chose ou non, est un tout autre sujet. Mais puisqu'un japonais et un occidental n'ont pas la même éducation, ni forcément les mêmes valeurs, ce genre de lecture n'a sans doute pas le même impact, puisque le profil type du lecteur n'est pas le même. Je ne suis donc pas en train de dire qu'il faut accepter tout ce qui vient du Japon, et je ne dis pas non plus qu'il faut lire du hentai pour prétendre avoir compris le média manga. Vous n'aimez pas ça? C'est votre droit le plus légitime, comme un cinéphile n'aimera pas forcément tous les genres. C'est d'ailleurs l'idée que je souhaite faire passer avant tout avec cette vidéo. Ayez juste conscience de l'existence du hentai et de sa place dans la culture otaku. Ce n'est pas un sous-genre qu'on peut cacher sous le tapis, comme le cinéma le fait avec la pornographie. Il est fondateur de notre passion, et s'avère une de ses influences créatives. Et il est sans doute à l'origine de titres que vous appréciez également. Alors, si cela ne vous intéresse pas, feignez l'indifférence plutôt que l'indignation.
Quant à ses sympathisants, c'est sont peut-être d'avoir ce rictus en coin lorsque l'on aborde le sujet, ou de porter ses sweats à Egao en convention. Un peu comme tonton René qui porterait son Bob Ricard lors des vacances d'été, la finalité est la même. Seul celui qui le porte trouve ça cool. Il n'y a pas de honte à aimer le hentai, mais il n'y a pas non plus de quoi se pavaner. Si l'on veut prouver qu'il a sa place légitime dans la culture otaku, peut-être que le brandir sous le nez de ceux que ça n'intéresse pas n'est pas la meilleure des solutions. Maintenant, je ne me fais pas d'illusions. Nos différences culturelles et notre rapport avec la sexualité sont trop différentes de celles du Japon pour croire qu'un jour, le manga érotique aura la même place que celle qu'il a au pays du soleil levant. Le genre restera une niche, c'est une certitude. Mais à défaut de remplir des rayons entiers de librairies, s'il pouvait être un brin moins stigmatisé et mieux appréhendé par le grand public, ou rien que par le public otaku, nous aurions fait une grande avancée. En conclusion, appréciez le hentai, mais ne vous en targuez pas. Respectez le hentai, mais ne vous en offusquez pas. Après tout, c'est un genre comme un autre. Et vous lisez du hentai? Merci d'être passé me voir, et à une prochaine!